Les marins-pêcheurs de Pointe-Noire ont occupé la terre ferme à Baillargeon. Ils protestent contre la construction d'une station-service aux abords du marché aux poissons. Le promoteur de l'initiative estime qu'il s'agit d'actions purement politiques menées par un individu qui lui en veut. Le budget du ministère des Outre-mer augmente de 4,4%. Cette augmentation en trompe-l'œil cacherait de multiples coups de rabot ordonnés par le chef de l'État lui-même. Les explications de nos confrères d'ATV Paris sont à venir. Une ombre sur le discours d'Harry Chalus sur le développement du tourisme. L'hôtel Salacone, qui ne paie pas ses charges sociales, a été assigné en redressement judiciaire aujourd'hui. Les salariés dénoncent une gestion chaotique qui menace leur emploi. Acéré par la menuiserie, c'est ce que tente l'association Verte Vallée à Vieux Habitants. Mais le préfinancement des projets pour avoir accès aux fonds européens est de plus en plus difficile. L'association réclame une solution pour continuer à serrer les jeunes par le travail. Bonsoir et bienvenue sur ATV Guadeloupe. Grosse colère ce matin des marins-pêcheurs à Pointe-Noire après leur mouvement d'il y a quelques jours pour protester contre l'ouverture prochaine d'une station-service à proximité du marché aux poissons. Les professionnels de la mer avaient cru entendre que les autorités s'engageaient à arrêter ce chantier. Il n'en est visiblement rien. Sur place, les ouvriers ont même redoublé d'activité. Reportage Yvan Lemar. La RN2 à Baillargeon, barrée depuis 4 heures du matin par les pêcheurs qui demandent l'intervention des autorités pour l'arrêt des travaux de cette future station-service située juste à côté du marché aux poissons. Aujourd'hui, je nous mobilisais par rapport à préfet là. Non seulement la station routière là, il dit comme quoi arrêter, ça fait 3 semaines et nous avons constaté les travaux qu'on continue. Encore une fois, l'État a couillonné les pêcheurs, pas respecté l'engagement. Ça c'est le deuxième barrage là, depuis en mars. Nous avons fait une mobilisation. Pont élu, pont monde pas qu'à bouger et nous avons constaté ni les 50 pas géométriques pas au courant, pont monde pas au courant à dossier là ça. Et Vito, il a pris naissance, il n'a pas qu'à penser à demain à les pêcheurs. C'est ça qui a gêné nous. Demain matin ou après, c'est l'État qui dit non, poisson là pollué, pas vendre poisson, cuivre là non problème, essence là c'est en emmêlé caille. Il dit pas pêcher balaou là, pas pêcher bogo là, c'est nous encore les pêcheurs qui perdent dans ça. Alors fait l'État prend responsabilité soit il station routière là, ou soit il marché au poisson là. Vers 7h20, la route est dégagée par les gendarmes. Du côté du propriétaire, il affirme avoir les autorisations et dénonce une manœuvre politique. Je pense que vous l'avez remarqué, que ce que vous appelez marin-pêcheur, il s'agit en fait que d'un individu qui s'appelle Dimitri Anissé. C'est le seul protagoniste de cette affaire-là et il n'a jamais défendu jusqu'à aujourd'hui dans aucun de ses propos les marins-pêcheurs. D'ailleurs, lorsque les marins-pêcheurs se sont rendus compte de ça, ils se sont désolidarisés de ce débat-là. Et aujourd'hui, il est là avec les marins-pêcheurs de Cap-Esther, 2 marins-pêcheurs de DM, mais en fait, ce ne sont que ses amis. Et je pense que ces gens-là sont là aujourd'hui parce qu'ils ne connaissent pas non plus quel est le fond du problème. Il n'y a aucune raison pour que les pêcheurs soient en colère. Parce que je travaille avec eux depuis 1 an et demi. Ils me voient tous les jours. On discute tous les jours de tout. Ils savent exactement ce qu'il y a dans ce projet. Ce problème est un problème purement politique. Il n'y a rien qui concerne les pêcheurs dans ce débat-là. Moi, je pense que ce qui aurait dû être fait dès le départ, c'était de faire une table ronde avec les pêcheurs de Baillargeon pour voir exactement si problème il y avait. Parce qu'au début, cette station devait se trouver face au marché. Ils n'ont pas été contents, ils m'ont appelé, ils me l'ont dit, on a discuté. Et eux-mêmes, ils ont choisi l'emplacement là où est aujourd'hui placée cette station. Et ce jour-là, on était en présence du responsable du département, de la mairie, des établissements vitaux, moi-même, et puis ces marins-pêcheurs-là. C'est eux-mêmes qui m'ont dit, c'est ici que tu dois mettre cette pompe-là. Ça ne va pas nous gêner, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, c'est pour ça que les autres pêcheurs se sont désolidarisés, parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi Dimitri Anissé continue à faire tout le boucan et le vacarme qu'il fait en racontant des bêtises un peu partout. Selon les représentants de la DIAL venus sur place, la décision concernant l'arrêt des travaux dépendrait du maire de Pointe-Noire qui a autorité à délivrer les permis de construire. Sur ce point, nous avons sollicité Christian Jean-Charles, mais nos demandes sont restées sans réponse pour le moment. La livraison des travaux de cette future station est prévue à la fin du mois.
Et le projet de loi du budget 2018 pour les Outre-mer a été adopté à 91 voix sur 130. Mais de nombreux députés ultramarins ont voté contre ce texte de loi et un budget qu'ils estiment à la baisse, notamment l'enveloppe allouée à la DOM qui diminue de 10% par rapport à l'année précédente. Le détail avec Éric Dupuis. C'est avec une certaine frustration qu'une majorité d'élus ultramarins a vu ce projet de loi validé. Avant que les députés de la majorité présidentielle ne participent au vote, quelques amendements ont même été rejetés, comme le fonds d'urgence pour Saint-Martin et Saint-Barthélemy à hauteur de 10 millions d'euros, jugé insuffisant. On n'a pas fait des choix politiques de réduire l'amélioration de l'habitat avec cette ampleur. Cela veut dire que les personnes qui bénéficiaient d'aide de l'État pour restaurer leur maison, dans un contexte de cyclone ou d'ouragan, c'est pas bien. L'urgence implique une solidarité sans faille de l'État. Je ne doute pas de la volonté de l'État, mais derrière une volonté, il y a des actions à mettre en œuvre. Je ne vois pas les actions. Au-delà d'un manque de solidarité nationale, la majorité des députés ultramarins dénoncent des coupes budgétaires sur des aspects socio-économiques clés dans leurs territoires respectifs. La politique du logement va subir des coupes sombres. La politique de formation professionnelle en mobilité, la politique d'insertion sociale, les aides aux entreprises. C'est l'éducation, c'est les contrats aidés dont on connaît leur implication, notamment au sein de nos associations, au sein des établissements scolaires. Donc ce sont des situations où on a le sentiment en permanence de se faire malmener, de se faire rouler dans la farine. Si ces 3 députés ont voté contre, d'autres sont plus mitigés. Le Guadeloupéen Max Mathiazin a accordé sa confiance au gouvernement avec quelques réserves. Nouveau gouvernement, nouveau budget avec la promesse d'assises pour les Outre-mer, avec la promesse d'un plan d'investissement pour les Outre-mer. Je crois qu'il faut laisser la place au travail, à la réflexion, mais nous sommes très vigilants et nous attendons que les propositions du gouvernement soient réellement appliquées sur place. Sur les 10 députés antillais-guyanais, seuls 3 se sont prononcés en faveur de la proposition de budget. Le vote final de la loi de finances 2018 dans sa globalité est attendu pour le 21 novembre prochain. Autre décision de la ministre des Outre-mer qui suscite la colère, le projet de construction de la Cité des Outre-mer qui devait être construit au cœur du parc de la Villette à Paris a été finalement reporté. La ministre déplore l'absence du ministère de la Culture et de la région Île-de-France parmi les partenaires de la Cité. Une décision en tout cas qui a fait réagir bon nombre d'artistes et d'intellectuels antillais. Ils se sont réunis sous un collectif pour réclamer la réalisation de ce projet. Parmi les signataires figurent l'écrivaine Maryse Condé et le sénateur Victorin Lurel. Et puis cette information importante pour les agriculteurs de la Guadeloupe. L'état de calamité agricole a été reconnu par arrêté du préfet en date du 31 octobre 2017 pour l'ensemble des productions agricoles et l'ensemble des communes de la Guadeloupe. Les agriculteurs sinistrés qui souhaitent obtenir une aide au titre de fonds de secours des Outre-mer sont invités à établir leur dossier de déclaration de dommages agricoles en complétant le formulaire mis en ligne sur le site de la DAF jusqu'au mardi 19 décembre. Et une ancienne collaboratrice parlementaire du député martiniquais Jean-Philippe Nilor a été épinglée par nos confrères du Canard enchaîné. L'hebdomadaire satirique révèle dans son édition d'hier que la Martiniquaise a facturé via sa société de conseil des prestations de lobbying allant du dépôt au soutien d'amendements en passant par l'organisation de rencontres entre milieux politiques et économiques. Un mélange des genres qui ne passe pas. On regarde le reportage de nos confrères d'ATV Martinique. Décidément, le premier mandat de député de Jean-Philippe Nilor, qui s'est achevé en juin dernier, connaît son lot de polémiques. Après une affaire de mœurs dans un ascenseur de l'Assemblée nationale, le parlementaire martiniquais est éclaboussé par des révélations du Canard enchaîné. Son ancienne assistante aurait facturé des dépôts d'amendements via son cabinet de conseil. L'indépendantiste assure n'avoir pas eu connaissance de tels agissements. La première chose que je souhaite dire, c'est que sur 5 ans, dans l'ancienne législature, cette collaboratrice a travaillé avec moi pendant 5 mois. La deuxième chose, c'est que je n'ai jamais été au courant d'activités annexes, ni de cette collaboratrice, ni des autres collaborateurs que j'ai pu avoir durant ces 5 ans. Marjolaine Milhomme-Noiran, c'est cette francicaine à gauche qui s'est engagée en faveur d'Emmanuel Macron lors de la campagne présidentielle. Depuis la fin de ses services auprès du député en décembre 2015, ils n'ont eu que quelques contacts téléphoniques, mais aucun concernant l'affaire.
Le député appelle à la prudence. Trop souvent, on se contente d'allégations et puis on condamne les gens de manière trop hâtive. Il y a eu trop d'injustice à ce niveau-là et moi-même, je l'ai vécu dans ma chair. Des allégations, des accusations sans preuve. Si les choses sont avérées, si on me porte les preuves de ça, ça veut dire que la justice va suivre son cours. Contacté, Marjolaine Milhomme-Noiran n'a pas souhaité répondre à nos questions. Quant à Jean-Philippe Nilor, il est persuadé qu'à travers ces polémiques, on cherche à le nuire. Et alors qu'un vent d'enthousiasme semble souffler sur l'industrie touristique, voilà qu'un fleuron de l'hôtellerie guadeloupéenne pourrait bien fermer ses portes. Il s'agit de l'hôtel Salaco à Gosier. Celui-ci a été assigné en redressement judiciaire. Reportage Anne-Elisabeth Artsen. Situé à la pointe de la Verdure au Gosier, le Salaco fait partie du groupe hôtelier Caribéa Beach Hotel. Ce matin, ses salariés ont été convoqués devant le tribunal de commerce de Pointe-à-Pitre. Ça qui arrive quand nous devons le tribunal aujourd'hui, c'est un côté que nous battons trouver nous. Par rapport à l'autre en émission qui fait hier au niveau du président à la région, il a dit que la création a 1000 emplois. Mais nous avons constaté que aujourd'hui après, là nous avons dit que c'est un complot pour jouer nous, c'est vraiment nous adhérons vraiment. Parce que là nous sortis de là, ça nous donne. Nous trouvons que face à même un procureur qui a dit qu'on s'appelle normalement, gérant à l'hôtel là, ça peut être qu'à trouver par rapport à la dette qui a été née. Le tribunal même qui a trouvé, qui a dit normalement depuis janvier, qu'il faut que l'hôtel là soit en liquidation. Alors là, nous sommes vivant telle annonce au niveau comme ça. Et là, nous vivons en 2015 au niveau à Manganaro, nous avons dit que c'est des fermetures de l'hôtel programmées. Alors nous avons constaté que aujourd'hui, tout le monde a parlé au niveau les patrons, les gérants à l'hôtel, mais pas le monde n'a parlé au niveau des salariés. Alors aujourd'hui, nous vraiment remonté et nous avons une annonce que nous avons dit nous payer pour ça. Les salariés attendent désormais une rencontre entre les différents partis afin de prendre les décisions qui s'imposent pour l'avenir de l'hôtel. Le tribunal là, et même avocat CGSS, les commandent un redressement parce qu'il est conscient qu'il y a des salariés. Mais ce qu'on regarde bien, c'est par rapport, encore une fois, les salariés. Et les salariés, c'est eux qui produisent. Alors nous ne pouvons pas admettre que nous avons produit, nous avons fait l'argent. Et après l'argent, nous pas savoir que l'on a constaté que les charges pas payées. On a les charges salariales qui ne sont pas payées. Les charges salariales. Là, c'est salarial, c'est du pénal, ça. À la rigueur, c'est patronal, mais nous ne pouvons pas admettre un bité comme ça. Là, premièrement, nous avons jamais demandé M. Chalis en rencontre avec M. Fab, avec M. Fischer qui est au niveau de la SEM. Ces gens-là, c'est pour nous savoir qui est-ce qui mal fait entre eux. Parce que chaque cas, nous avons mais là nous pouvons réunir tous les trois ensemble, nous savons qui est qui mal fait et où là nous caillons. Puisque là, nous disons que si vous avez un problème de gérance, peut-être que nous, là, nous forcez nous à venir devant le tribunal. Nous forcons nous à venir devant le tribunal. Et encore une fois, on va répéter, c'est que les salariés, à tout moment, c'est les salariés qui perdent pour gommer, pour un accord. Le syndicat UTHTR-UGTG se dit prêt, dès le mois prochain, à mener une action musclée pour maintenir les emplois des salariés et prévoit également l'ouverture des NAO concernant l'hôtellerie dès le mois de décembre. Il y a tout juste 2 jours, le président du conseil régional mettait sur la table son plan de développement du tourisme, un investissement d'1 milliard d'euros pour attirer 1 million de visiteurs d'ici 2020. Nous avons souhaité savoir comment ce plan a été reçu par les professionnels dans les stations balnéaires de Sainte-Anne et de Saint-François. Reportage Anne-Elisabeth Artsen. Un plan pour développer le tourisme, c'est l'objectif du président de région. Ce plan a été évoqué hier lors d'une rencontre autour de l'économie touristique de l'archipel. Queen Rose, commerçante artisanale, y est plutôt favorable. Hier, en écoutant ma radio, j'ai entendu parler de ce plan du tourisme, le rachat des hôtels, l'ouverture de l'hôtel Ararouac. Moi, je pense que tout ce qu'ils mettent en place, c'est une très bonne chose. Dans la mesure, ça développe les emplois. Et là, par la suite aussi former, comme on dirait, des jeunes aussi pour pouvoir rentrer dans le tourisme. Et aussi, moi, je parle aussi du village artisanal, concernant aussi les croisiéristes. C'est-à-dire, on devrait mettre un bon principe sur le village artisanal. Parce que quand les touristes ils arrivent, ils viennent là, ils descendent et ils vont sur la plage. Et là, moi, je dis que ça, c'est pas une bonne chose, parce qu'on devrait les diriger vers l'artisanat. Et c'est souvent nous sommes pénalisés alors que nous faisons de l'artisanat d'art. Et toujours dans le cadre du développement du tourisme, tous les autres hôtels qui vont s'ouvrir, pour moi, c'est une bonne chose. Ça fera venir autant de touristes que d'habitude en Guadeloupe. Les professionnels du tourisme, quant à eux, ont leur petite idée pour développer le tourisme chez nous.
Les gens pourraient s'inspirer un peu de ce qui se passe dans la Caraïbe, d'une part. Et pour cela, il faudrait que les Guadeloupéens s'investissent plus dans le tourisme. Mais pour cela aussi, il faudrait quand même avoir cette culture du tourisme et surtout la culture du business. Parce que quand on n'a pas la culture du business, c'est difficile de faire du tourisme. Puis par la suite aussi, il faudrait aussi que les acteurs locaux, c'est-à-dire les artisans d'art, ceux qui font les hôteliers, les gîtes, ceux qui font le pourquoi que quand les touristes ils viennent ici après soient contents de leur venue, tu vois. Améliorer l'accueil, mettre des douches sur les plages, des poubelles un peu partout. Après la région, bien sûr, la région, je pense qu'elle a de l'argent à investir là-dedans, de communication aussi pour que les Guadeloupéens se mettent aussi à l'accueil pour les anglophones, les Américains, savoir dire quelques phrases de welcome, voilà, toute simple. Le double affichage des prix en dollars, par exemple. Quoi d'autre? Des arrêts de bus pour que les croisiéristes puissent s'arrêter partout. C'est une excellente question. Je pense qu'au niveau du tourisme, nous devons tout d'abord nous réunir régulièrement. Tous les acteurs du tourisme devraient pouvoir apporter une contribution en termes de réflexion sur une vision que nous pourrions avoir pour tout simplement fonctionner ensemble et aller dans une direction commune autour du comité du tourisme, autour de la région, et de permettre justement de trouver de quelle manière nous pourrions nous différencier des autres îles de la Caraïbe, mais également du monde entier, là où il y a du soleil, là où il y a de la plage, et il faut qu'on puisse trouver les solutions. Développer un tourisme adapté à notre culture et à notre savoir-faire, ouvrir encore un peu plus nos frontières à d'autres pays ou encore tout simplement favoriser un tourisme toute l'année, autant de pistes visant à améliorer l'industrie du tourisme des îles de Guadeloupe. Et restez sur ATV Guadeloupe. Dans quelques minutes, visite d'une mielerie en Guyane détenue par la seule femme apiculteur de la région. Et puis concours du meilleur chef où se dispute la nouvelle et l'ancienne génération de cordon bleu. Que deviennent les fonds européens? Le comité de suivi sera en séance plénière demain à l'hôtel de région pour constater l'usage qui est fait de ces aides. Mais avant, il s'agissait pour l'équipe régionale qui dispose de l'autorité de gestion des fonds européens de montrer au comité l'avancée des travaux. La première halte a eu lieu à Baïf ce matin où le conseil départemental a entamé la réhabilitation de l'usine d'eau potable de Montval. Reportage Nathalie Dinan, Moïse Dexter. Depuis quelques années, le manque d'eau au robinet est récurrent sur le territoire de Baïf et le sud de Vieux Habitants. Des territoires alimentés par 4 unités jusque-là insuffisantes. Il fallait faire un choix. Le conseil départemental, porteur de projet, a donc financé en partie la réhabilitation de l'usine d'eau potable de Montval, financement complété par le FEDER. Ce projet-là, qui se situe dans le cadre du plan Secours en eau, voulu par Madame la Présidente du Conseil départemental, Madame Borel, va améliorer la situation très fortement d'une partie de Baïf et d'une partie de Vieux Habitants. Cette réalisation qui est ici là pour un total de 2 400 000 quand même d'euros et que la commission de suivi des fonds européens a voulu voir de visu. Nous sommes heureux de présenter un chantier qui a bien avancé, vous l'avez pu constater par vous-même, et qui est d'une technologie, on va dire, très simple, mais qui pourrait faire école et qui va nous permettre de satisfaire cette demande de la population de Baïf qui s'est manifestée l'an dernier par des barrages. Cette usine de Montval rénovée va améliorer la qualité de l'eau et augmenter la quantité. Un bel exemple d'utilisation des fonds européens. Je dois dire que j'ai été très impressionnée par la qualité des projets que nous ont été présentés et aussi, je dois dire, de l'engagement des porteurs de projets pour mener à bien leurs projets, sachant que ce sont des projets qui sont financés par l'argent du contribuable européen. La production, elle est bien calée. Après, il y a la distribution, il y a la canalisation. Et là, disons, ce n'est pas tout à fait dans notre responsabilité. Mais avec le PCI, avec le plan qu'on devrait mettre en place, on devrait pouvoir gérer cette affaire-là. Une affaire de centaines de millions d'euros sur une dizaine d'années. Pour l'heure, les élus se réjouissent de la nouvelle unité qui sera en service à la fin de l'année.
Et cette visite s'est poursuivie à Vieux Habitants. Dans cette commune, il existe une association nommée Verte Vallée. Elle bénéficie aussi des fonds européens pour financer des chantiers d'insertion sociale et professionnelle. Ce matin, il s'agissait de présenter celui consacré à la menuiserie traditionnelle, découverte avec Nathalie Dinan et Moïse Dexter. Ces personnes participent à un chantier d'insertion sociale et professionnelle. Un projet en menuiserie traditionnelle porté par l'association Verte Vallée qui s'inscrit dans une démarche innovante, appréciée par la Commission des fonds européens. Après 23 ans d'existence, Verte Vallée peine à mettre en place ces projets. Cette visite était importante pour nous, de montrer un peu ce que nous faisons à travers les différents chantiers que nous mettons en place, mais aussi de parler avec nos partenaires des difficultés que nous rencontrons sur la partie financement. On utilise du FSE et le FSE, il faut pratiquement préfinancer. Et aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y a une association en Guadeloupe qui a la capacité de pouvoir faire des préfinancements sur les projets. C'est difficile pour nous, on se bat tous les jours, on essaie de voir avec la banque, avec nos partenaires, mais c'est compliqué. La région est autorité de gestion des fonds européens. Le département porte les projets FSE Insertion comme ceux de Verte Vallée. Le problème pour ce genre de porteurs de projets, comme toute autre association d'insertion, c'est le préfinancement. Donc nous avons voulu justement aller sur le terrain aujourd'hui pour pouvoir montrer aux autres comment justement ces différentes structures rencontrent certes des difficultés mais utilisent des fonds. Nous avons comme compétence le développement économique, la formation professionnelle, le développement touristique. Donc notre objectif, nous, c'est de pouvoir accompagner ces structures-là. Donc maintenant, on les a écoutées et nous sommes à leur disposition pour les accompagner. Je prends note des difficultés que les autorités locales ont en ce qui concerne les préfinancements. Nous savons que c'est un problème qui existe partout. Nous réfléchissons en ce moment sur le futur de la politique de cohésion. Nous sommes quasi garantis que les DOM vont pouvoir continuer de bénéficier de ces fonds, mais nous voudrions aussi simplifier et flexibiliser davantage la façon dont les fonds sont mis en œuvre. Verte Vallée est le deuxième plus gros employeur après la mairie à Vieux Habitants. Il ne dispose pas d'une trésorerie suffisante pour préfinancer comme l'exige le FSE et leurs activités commerciales ne couvrent pas les différents financements. Ils ont des idées, reste à les accompagner pour que perdure la cohésion sociale dans cette région. Et après 2 ans d'absence, le mois du film documentaire revient en Guadeloupe. Jusqu'à la fin du mois de novembre, vous aurez la possibilité d'assister aux projections de près de 45 films sélectionnés par les bibliothécaires. Pour nous en parler ce soir, le directeur de la médiathèque de la ville de Sainte-Anne est avec nous. Tony Trésor, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. 45 films sélectionnés, tous visibles dans les médiathèques de la Guadeloupe, Basse-Terre, Saint-François, Le Moule, Saint-Claude. On retrouve des productions locales, j'ai noté, comme le film de Mariette Montpierre et de Christelle Théophile, Entre deux rives, mais aussi des productions d'ailleurs. Comment ces films ont-ils été sélectionnés? En fait, les films ont été sélectionnés par les bibliothécaires de Guadeloupe qui ont constitué un comité qui devait recueillir l'ensemble des suggestions. En fait. Je crois qu'il y avait un thème justement qui a été désigné, c'est celui de l'exil. Oui, l'exil, oui. Expliquez-nous, qu'est-ce qui a motivé, qu'est-ce qui vous a poussé en tout cas à choisir cette thématique? En fait, après concertation entre nous, ce thème est ressorti, et, parce qu'en fait, au niveau national, il y a des propositions de thèmes et il y a une assez large autonomie des régions par rapport, enfin des régions d'organisation par rapport à ça. Oui, mais j'imagine que lorsque vous avez choisi l'exil, vous avez dit tiens, on va choisir l'exil parce que ça nous évoque telle ou telle chose et on a envie de transmettre aux Guadeloupéens en général ou les interpeller sur certaines thématiques. Oui. En fait, on a choisi l'exil parce qu'on peut dire d'une certaine manière que l'exil est conceptuel à nos gènes, quoi, en Guadeloupe. D'accord. On regarde d'ailleurs tout de suite, c'est l'extrait de l'un de ces films qui sera bientôt diffusé dans l'une de ces médiathèques. C'est Pierre Rabhi, Au nom de la terre, qui évoque la surconsommation des civilisations contemporaines. On regarde ensemble. Je suis paysan. Et je suis fier d'être paysan. Parce que les paysans, c'est ceux qui nourrissent la terre et nourrissent les humains. Donc il faut bien comprendre que ce que nous faisons en soignant la terre et en aimant la terre, c'est une action et une mission
la plus belle qui soit. L'agriculture industrielle était probablement la manière la plus désastreuse que l'homme ait trouvée pour produire sa nourriture. À l'époque où Pierre le disait, ça paraissait un peu farfelu, mais aujourd'hui c'est tellement évident. La nourriture aujourd'hui est tellement toxique que quand on se met à table, plutôt que de se souhaiter bon appétit, il faudra se souhaiter bonne chance. Ça, c'est L'agriculture écologique, c'est renouer avec cette force de la vie et l'utiliser à des fins de survie. Notre souci, c'était dès le départ de cultiver ce domaine en agriculture biologique. Et Pierre a été la première personne qui nous a dit « la terre, c'est l'avenir ». Le documentaire est un outil, on est d'accord, un outil de réflexion et de création. Est-ce que ces films seront utilisés hors du cadre festival pour éduquer les jeunes et les moins jeunes? Oui, tout à fait. On a l'intention au cours de l'année de projeter des films pour le jeune public et le tout public pour les sensibiliser au type de documentaire qu'est ce genre de film, quoi. Parce que les gens savent plutôt les fictions, mais les documentaires, ils connaissent un peu moins, quoi. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire, justement? Qu'il n'y a pas que Batman et Spider-Man, qu'il y a aussi des choses qui peuvent nourrir leur imaginaire, les aider à voir plus loin et à constituer, enfin à former leur intellect. On a le sentiment en tout cas que ce rendez-vous du mois du film documentaire qui était incontournable s'est essoufflé en Guadeloupe, parce que les Guadeloupéens sont toujours aussi friands de films documentaires, sachant que le festival a commencé au début du mois de novembre. Oui, en fait, en Guadeloupe, il y avait quand même des initiatives un peu éparses. Cette année-ci, on a repris une organisation centralisée, labellisée par Images en bibliothèque, mais on sent que l'engouement est encore là. Il y a un public fidèle et il y a un public un peu moins fidèle qui découvre et qui vient pour des films ponctuels dont le thème les intéresse, quoi. Et c'est ce public-là qu'il faut justement attirer jusqu'à la fin du mois de novembre dans les médiathèques de la ville du Gosier. Je vous rappelle que le programme est disponible sur Internet pour la Guadeloupe. Merci en tout cas Tony Trésor d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. Nous aimons aussi, comme vous à TV, le cinéma. Tous les jeudis, nous avons une rubrique consacrée justement au 7e art. Ce soir, qui sort en salle, à l'affiche, vous retrouverez le film de Kate Winslet et d'Idris Elba, réalisé par Annie Abouassad. Il s'appelle La montagne entre nous. On regarde la bande-annonce. Je dois pratiquer une intervention chirurgicale urgente à Baltimore. Je prends n'importe quel vol qui m'y fera arriver demain matin. Vous avez une solution? Monsieur, je pense que nous avons le même problème. Je viens d'avoir une idée. C'est quoi votre urgence? Je me marie demain. Oh, mes félicitations. Non, c'est pas nous. On se connaît pas. Vous faisiez quoi dans l'Idaho? Un congrès médical. Vous êtes journaliste? Ça explique toutes les questions. Quelqu'un? Alex, regardez-moi. Vous êtes blessé à la jambe. Votre téléphone est fichu, le mien n'a pas de signal, et on est très haut dans la montagne. Si on reste, on est en sécurité. Mais si on part, les sauveteurs auront moins de chances de nous trouver. Je veux pas mourir ici parce que vous avez trop peur de tenter quelque chose. Il y a des gens qui nous cherchent. Le pilote n'avait pas rempli le plan de vol. Personne ne sait où on est. On n'a que nous pour s'en sortir, vous et moi. On peut tenir 3 semaines sans manger, 3 jours sans boire et 3 heures sans abri. On va peut-être mourir ensemble. Et on se connaît même pas. On va pas mourir. Pas aujourd'hui. Alex! Alex! Et
Et changement de décor, la Caisse générale de sécurité sociale et l'Université régionale des métiers de l'artisanat organisent le 24 novembre prochain un concours culinaire intergénérationnel. S'affronteront des apprentis du centre de formation et des seniors du club Merveille de Morne-à-l'Eau. Mais avant que les binômes ne rivalisent d'ingéniosité, une première étape conçue comme un tour de chauffe était organisée. Reportage Karen Diama. 2 semaines avant le concours, l'heure était aux derniers ajustements pour l'équipe de la Caisse de sécurité sociale. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est déjà de permettre aux binômes, puisqu'il y a des binômes seniors et jeunes qui sont constitués. Il y a au total 10 équipes et il s'agira de favoriser la cohésion des équipes parce qu'ils se rencontrent pour la première fois aujourd'hui. Alors pour fonctionner le jour J, le jour du concours, il nous semblait essentiel de mettre en place cette journée de préparation où ils vont pouvoir se connaître, se découvrir et un petit peu déjà développer un esprit d'équipe. Pratiquées en binôme, les équipes ont été tirées au sort sous le principe d'un aîné du Club des Merveilles et d'un apprenti de l'Université régionale des métiers de l'artisanat. Pourquoi les avoir mis ensemble? C'est pour pouvoir que chacun puisse s'échanger les pratiques culinaires, son expérience aussi culinaire. Et puis en même temps, s'échange aussi des informations sur la nutrition, c'est ce qu'on souhaite. C'est bien la raison pour laquelle nous avons, avant de commencer l'opération du concours, nous avons dispensé par l'IREPS des ateliers sur la nutrition pendant plus d'une semaine aux personnes retraitées. Donc c'est pour s'approprier les messages de nutrition, pour bien vieillir ensemble. Une collaboration enrichissante pour les uns et les autres. Au niveau du Club Merveille, depuis tantôt, nous avons toujours lutté et nous luttons encore pour l'intergénérationnel, pour l'échange entre les jeunes et les personnes âgées, parce que nous avons un savoir que nous devons transmettre aux jeunes. Et bien évidemment, nous allons apprendre aussi aux jeunes, par les jeunes. Alors, c'est notre combat d'ailleurs. Et ça nous apporte beaucoup aujourd'hui. Eh bien, ma foi, ils vont pouvoir découvrir, à partir du référentiel qu'ils ont, parce qu'ils vont à l'examen, ces jeunes, ce sont des jeunes de 2e année, de pouvoir savoir comment on peut utiliser déjà nos produits locaux, comment ça peut s'élaborer, comment ça peut se cuisiner d'une façon traditionnelle qui sera amenée par le senior et quelle touche, eux, dans la modernité, ils peuvent amener avec ces mêmes produits. Une entrée et un plat de résistance devront être préparés par les 10 binômes lors du concours le 24 novembre prochain. Et en parlant de transmission culinaire et de produits du terroir, nos confrères d'ATV Guyane ont rencontré l'unique femme apiculteur de la région dans son atelier d'empotage à Cayenne. Reportage Pierre Tréfou. L'abeille, on en a besoin. On en a besoin parce qu'elle participe à la biodiversité. On sait que l'abeille, elle pollinise, elle n'est pas la seule pollinisatrice, mais la majorité de la pollinisation des fruits et des fleurs, ce sont les abeilles. S'il n'y a pas d'abeilles, pas de fruits, pas de légumes et pas de fleurs. Celui-là, il est bon. Celui-là, c'est l'arrière-goût amer. Moi, c'est ça. Ça. Et le dernier que j'ai goûté. Et parfumer lavande, étain, vous faites ou... Non. Vivre avec les abeilles, c'est pas facile parce que bon, c'est quand même un caractère agressif. Ce sont des abeilles de type africain. Mais voilà, ça a été un choix et j'apprécie. Donc surtout, elles nous donnent vraiment des choses excellentes. Aussi bien du miel que du pollen, de la gelée royale, de la propolis. Donc j'utilise tous les produits de la ruche et je fais découvrir au maximum de personnes. Mais on sait très bien qu'il est de plus en plus utilisé au niveau de la médecine, sur le plan chirurgical, tant pour cicatriser que pour aseptiser une plaie. Aussi au niveau cosmétique, il est très utilisé. À la maison, c'est le médecin à la maison, parce que aussi bien pour une coupure, une brûlure, le réflexe du miel. Donc les propriétés du miel sont énormes. Le pollen, bien sûr, on le connaît. La propolis, la gelée royale, franchement l'élixir de longévité, il n'y a pas mieux. On n'a pas les difficultés que rencontrent les autres collègues apiculteurs des autres régions, aussi bien en France qu'à l'extérieur, c'est les problèmes des pesticides.
les pesticides, les néonicotinoïdes, tous ces produits qui sont utilisés, qui vraiment détruisent l'abeille. On a une belle végétation. Donc, pour la plupart, on est en forêt. Donc, on a une atmosphère et un oxygène vraiment très fiable. Et la qualité, elle dépend effectivement de cet environnement. Et oui, des connaissances qu'il est bon parfois de rappeler. C'est l'heure des informations pratiques. L'équipe de l'établissement français du sang vous donne rendez-vous demain devant Leader Price de la zone de Fortila-Goyave de 8h30 à 13h. Et si vous avez des informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous appeler au 60 11 2 fois. Et voilà, c'est la fin de notre édition locale et régionale. Mais avant de se quitter, je vous rappelle les principaux titres de ce jeudi 9 novembre. Nous l'avons vu, les marins-pêcheurs de Pointe-Noire étaient mobilisés ce matin à Baillargeon. Ils protestent contre la construction d'une station-service à proximité du marché aux poissons. Le gérant de la station estime qu'il s'agit d'une action purement politique menée par un individu qui lui en veut. Et le budget du ministère des Outre-mer augmente de 4,4%. Une augmentation en trompe-l'œil qui cacherait de multiples coups de rabot ordonnés par le chef de l'État lui-même. Nous l'avons vu ce soir avec nos confrères d'ATV Paris. Et puis l'hôtel Salaco qui ne paie pas ses charges sociales, a été assigné en redressement judiciaire aujourd'hui. Les salariés dénoncent une gestion chaotique qui menace leur emploi. Le verdict sera rendu dans une quinzaine de jours. Insérer part à la menuiserie, c'est ce que tente l'association Verte Vallée à Vieux Habitants. Mais le préfinancement des projets pour avoir accès aux fonds européens est de plus en plus difficile. L'association réclame une solution pour continuer à insérer les jeunes par le travail. Merci d'avoir choisi ATV Guadeloupe. Je vous souhaite une excellente soirée. Prenez soin de vous. On se retrouve demain à 18h45.